Je travaille, comme on vous l'a dit ce matin, déjà à l'association, entre autres, depuis plusieurs années. Donc c'est une association qui nous a permis de voir depuis 15 ans, avec un travail de terrain, une montée, comme on dit, selon le consensus, des processus de radicalisation. Nous travaillons beaucoup avec différents types de jeunes et de familles, beaucoup sur les quartiers, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on est amené également à l'association à recevoir pour différentes questions des familles issues de milieux, on va dire, moyens, globalement, parfois à moyenne supérieure également. La cellule de déradicalisation, cette cellule qui a été, dont nous sommes mandatés par la préfecture des Alpes-Maritimes pour mettre en place dans un premier temps et faire travailler cette cellule avec ma collègue que vous entendrez tout à l'heure, Amélie et moi-même, nous sommes, on va dire, nous apportons à cette cellule notre expertise psy. Nous ne sommes pas que des psys à travailler sur cette cellule, pour vous en dire un peu plus. Elle est constituée donc d'une cellule d'expertise psy, mais également d'un politologue qui nous rejoint, de l'équipe notamment de Gilles Kepel, qui nous rejoint à peu près une séance sur 3, avec pour idée en fait d'essayer de décrypter derrière ce qu'on appelle la radicalisation et que nous appelons djihadisation, de décrypter à quel endroit le jeune ou moins jeune, on a compris qu'on n'a pas que des mineurs, se trouve et de voir s'il est possible de lui opposer, entre guillemets, en tout cas de lui soumettre une alternative à on va dire, une idéologie dont on a compris qu'elle était extrêmement fermée et souvent extrêmement dogmatique. Donc la présence d'un politologue est extrêmement intéressante pour nous. Elle nous amène d'abord sur le terrain scientifique à essayer de construire exactement d'où ces jeunes-là tirent leurs propos, d'une part, et puis d'autre part, ça permet aussi à ces jeunes gens de pouvoir s'exprimer parce qu'ils sont très demandeurs de débats sur la politique, sur la géopolitique. Ils ont eux-mêmes beaucoup d'idées, bien souvent très fausses, très peu souvent de culture, peu de culture historique et géopolitique, mais pourtant des idées très affirmées et des slogans extrêmement présents, souvent toujours les mêmes, ce qui nous fait penser qu'en effet ces slogans ne sont pas élaborés à partir d'un propre esprit critique ou de propre recherche, comme on va essayer de vous montrer. Voilà. Sur cette cellule, nous engageons également, et ce à la demande, un imam qui n'intervient pas directement sur nos séances, mais qui peut être appelé, avec nous ou sans nous, afin que ces jeunes puissent se confronter à une personne religieuse, de la même religion qu'eux, enfin, si tant est qu'ils reconnaissent que cet imam soit de la même religion, puisque l'islam dont ils se réclament, souvent n'est pas l'islam de l'imam qui tente de les modérer un petit peu. Donc parfois, il y a un rejet complet de cet imam, comme un mécréant, il faut le dire, comme quelqu'un qui n'est pas reconnu comme vivant le vrai islam. Alors, souvent, ça nous a rendu beaucoup de services, la présence évidemment de cet islam. Certains jeunes l'utilisent, sont très intéressés également de débats donc, théologiques et de débats directs sur le Coran, puisque la plupart d'entre eux, évidemment, suivent, entre guillemets, les préceptes, en tout cas certains préceptes du Coran et des corpus associés, dont les hadiths, qui sont très souvent cités dans nos consultations. Voilà, donc vous comprenez pourquoi on a besoin d'être, entre guillemets, armé, à la fois d'idéologues et à la fois de théologiens qui nous aident en effet non seulement à décrypter les discours, mais aussi à pouvoir proposer une alternative à ces discours. Alors, là, sur le schéma, on vous a remis, pour vous remettre dans le bain de ce que Patrick Amoyel a expliqué ce matin, de quelle catégorie nous allons parler là, en tout cas en ce qui nous concerne. Bien sûr, on aurait pu parler de toutes, mais on a effectivement été obligé de faire un focus. Et puis, il nous semble donc que c'est quelque chose à penser vraiment de manière extrêmement importante. Moi, je rejoins pas mal d'éléments qui ont été dits
dans la communication précédente, sauf à la différence évidemment que la majorité, voire 100%, je dirais presque, des familles ou des jeunes que nous recevons ne posent aucun trouble ou aucune catégorie psychopathologique. On aurait pu penser, avant de commencer à travailler sur ces phénomènes, qu'en effet, il aurait été confortable quand même de se dire que passer dans ce type de dogme avec une telle force, et puis aussi parfois dans des passages à l'acte aussi violents, ou parfois dans une tentation pour la violence aussi marquée, parce que ce qu'on voit, nous, c'est pas trop d'indifférence en matière de haine, mais on voit beaucoup de jouissance quand il s'agit de faire des échos à cette violence. On pourra vous parler des dernières séances qu'on a eues après les attentats, où ces jeunes que nous appelons djihadistes sont venus quand même nous expliquer qu'effectivement ça pouvait les toucher un peu, mais que c'était un passage obligé dans le mouvement qu'ils essaient d'engager, et pour eux qui est un mouvement politique extrêmement important et qui ne se discute pas, puisque l'établissement du califat, pour eux, est un des moments clés, ils l'ont reconnu, et les attentats font partie de la guerre qu'ils doivent mener pour, nous disent-ils, je reprends les propos, le Dar al-Islam. Donc c'est comme ça qu'ils ont interprété les attentats, et je peux vous dire qu'il n'y avait pas d'indifférence, il y avait au contraire quelque chose qui renforçait, qui légitimait leur position, et qui avait donné à voir quand même plutôt quelque chose d'un tropisme vers la jouissance. Donc ça c'est un petit peu pour une introduction générale de là où on place notre travail. J'ai choisi de parler donc, par rapport à justement la précédente communication, donc pour dire qu'on va reprendre beaucoup de choses qui ont été dites dans le descriptif des processus, avec quelques différences, dont celle effectivement de la psychose qu'on ne voit pas souvent. Et je rejoins aussi monsieur qui disait que souvent les personnes psychotiques peut-être à la fois sont rejetées par les groupes tels que des sectes, bien que nous n'assimilions pas ces mouvements à ni une dérive encore moins sectaire. À l'association, entre autres, ça n'est pas du tout notre position. Mais pour le coup, nous rejoignons peut-être les positions de Sageman, qui dit qu'il serait très difficile de, peut-être pas de radicaliser, entre guillemets, une personne psychotique, mais pour le coup, de la faire travailler au sein d'un groupe, par exemple, pour passer à l'action, comme ça a été le cas dans les attentats du 13 novembre, car on voit bien, ou comme il l'a écrit dans les attentats de 2001 aux États-Unis, on se rend bien compte que c'est toute une organisation et qu'on a besoin de compter sur la présence et la certitude que ces personnes vont pouvoir être là jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au moment du meurtre et du passage à la violence. Voilà, donc on y met beaucoup de réserves par rapport, ce qui ne veut pas dire que les personnes psychotiques ne peuvent pas avoir, y compris dans leur délire, ce type de délire-là, mais nous tenons quand même à dire qu'il y a très peu, malheureusement, j'ai envie de dire, de psychopathologie avérée, ce qui veut dire qu'il y a plus, c'est un petit peu le sens du propos de Patrick Amiel ce matin, si on enlève les pathologies avérées et si on enlève la catégorie des terroristes, vrais, on va dire, il y a le djihad et il y a le djihadisme, et ça, il touche beaucoup de jeunes. Et on n'a qu'à aller voir ce qui se passe dans les quartiers, comme nous le faisons depuis longtemps déjà, mais depuis un an. On a parlé tout à l'heure d'épidémie, et on va voir qu'en effet, il y a une vraie contagion qui alerte et qui effraie absolument les acteurs sociaux, les travailleurs de terrain, et également les professeurs. On travaille aussi sur des formations dans les collèges, et tout le monde est très effrayé, d'abord de l'âge de plus en plus jeune, de personnes qui se positionnent, nous on appelle radicalisés, mais eux on va dire plutôt comme pro-État islamique. Dans notre dernière séance, on ne fait que le dire, mais un des jeunes djihadistes que nous recevons nous a dit, parce qu'il venait d'avoir une perquisition, et il nous a dit que la police m'a demandé est-ce que tu es toujours aussi radicalisé, parce que c'était un jeune qui avait été arrêté à l'aéroport avec des velléités de départ, dont Amélie parlera tout à
à l'heure plus précisément. Et ce jeune-là nous a répondu, je lui ai répondu, ça veut dire quoi radicaliser? Ça dépend ce que vous entendez. Et en effet, il nous a dit, ce n'est pas un terme que nous utilisons, jamais un jeune djihadiste ou un jeune du quartier infra-pseudo va dire je me radicalise. Ça, c'est un propos de l'extérieur. Eux, ils nous disent je fais le djihad, parce qu'ils nous le disent clairement. C'est-à-dire la conquête pour un idéal, parfois guerrier, parfois combattant idéologique et parfois combattant plus que idéologique, c'est-à-dire combattant guerrier. Donc, je crois que c'est très important de remettre bien ça le recontextualiser pour dire véritablement que c'est la raison pour laquelle on a été obligé de penser toutes ces catégories-là, pour ne pas mettre tout le monde dans la même catégorie et pour essayer de comprendre des processus qui amènent quelqu'un, effectivement, à passer d'une catégorie à l'autre ou bien à s'inscrire de manière de plus en plus radicale, là j'utilise le mot, dans une de ces catégories. Alors, tout d'abord, je suis partie de la question de la transmission parce que c'est une question qui me taraude depuis longtemps, parce qu'étant sur le terrain depuis longtemps et voyant beaucoup de jeunes, en effet, choisir des modes de vie qui semblent tout à fait opposés à ce pourquoi ils pouvaient nous consulter il y a un peu plus de 10 ans. J'entends par exemple des jeunes filles qui venaient nous voir clairement parce qu'elles voulaient sortir de propositions de mariage arrangées dans leur famille. Donc on travaillait avec tout un réseau associatif qui nous permettait effectivement d'aider ces jeunes femmes à rencontrer, on pourrait dire, des modalités d'être et d'existence et de droit qui appartenaient à cette société, à ce qu'on va appeler la République, avec les droits des hommes et des femmes qui se disent en tout cas égaux. Depuis, on va dire, à peu près 2004-2005, on a vu un vrai renversement, et dans ce renversement, ces mêmes jeunes filles, les mêmes, parfois c'était les mêmes que nous avions en consultation ou que nous retrouvions, revenaient, mais pas du tout avec les mêmes questionnements, c'était plutôt avec j'ai trouvé, et je me rappelle d'une jeune fille notamment qui m'avait dit l'islam est la solution, et donc c'était une jeune fille qui, au fur et à mesure, s'est radicalisée et qui s'est complètement voilée, mais on verra aussi que le voile n'est pas le seul signe de la radicalisation, mais elle avait plutôt des discours, on va dire idéologiques, qui devenaient extrêmement dogmatiques. Et parmi ces discours, l'islam est la solution, qui avait été une phrase qui m'avait beaucoup marquée, parce que ma question avait été, mais qu'est-ce qui a échoué effectivement dans la transmission, dans les courroies de transmission, pour que cette jeune fille, à un moment donné, fasse le choix de l'islam et la solution, et d'un repli complet, donc à la fois repli identitaire, mais à la fois repli de ses désirs, en fait, de jeunes femmes inscrites dans une société. Ça avait été le début d'un travail sur qu'est-ce qui a échoué effectivement dans la transmission. Plus tard, et en travaillant, j'ai retrouvé des textes qui disaient en effet l'islam est la solution. Donc il y a la devise de Hassan al-Banna, qui est donc le premier idéologue des frères musulmans. Donc c'était des choses qu'elle venait dire déjà et qui sont venues en effet fermer, verrouiller tous les questionnements de jeunes filles qu'elles pouvaient rencontrer, la sexualité, l'inscription dans la société, le travail, etc., etc. Donc elle avait trouvé en effet sa solution et en fait on la lui avait suggéré, puisqu'elle-même m'a offert un livre que je n'ai pas apporté aujourd'hui, je l'ai oublié, mais qui s'appelle La place de la femme dans l'islam. Et à l'époque, c'était un livre du docteur Al-Qaradawi, dont on connaît aussi les origines aujourd'hui, voilà, dans le discours idéologique. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que il y a quelque chose qui a échoué dans la transmission. Alors, ensuite, je ne parle plus forcément parler d'échec dans la transmission, mais plutôt de chaos dans la transmission, parce qu'au fur et à mesure que les années passaient, nous nous rendions compte en effet qu'il y avait quelque chose d'un chaos dans la transmission. Et de tentatives, donc c'est ce qui m'a fait vous proposer ce titre-là, de tentatives de réparation par la violence. Alors je vais essayer en quelques mots et en quelques phrases rapides, de vous montrer, d'essayer de montrer où on en est dans notre recherche et dans notre travail, qui nous amène à dire qu'en effet,
il y a une recherche de restauration identitaire liée à ce chaos dans la transmission, et que cette recherche, elle est utilisée par des idéologues et qui vont réussir, je veux dire, de manière extrêmement opérationnelle à faire basculer quelqu'un dans un type d'univers. Tout d'abord, quelques définitions sur la transmission. Donc j'ai pris par exemple la phrase de Pierre Legendre qui nous rappelle que nous sommes les enfants de la référence pour concevoir ce que nous nommons identité et pour s'envisager en devenir. C'est quelque chose d'extrêmement important. Si je le dis, c'est que ces jeunes que nous rencontrons, en effet, se réfèrent. Et se réfèrent en permanence et de plus en plus fort. Et en effet, sur les dernières séances par exemple, on avait quelque chose de nouveau avec ces jeunes djihadistes qui nous disaient de manière répétitive et presque incantatoire, nous nous référons à la base. La base, entendons les ancêtres, entendons Salaf, hein, donc nous nous référons à la base. On vous parlera, si dans la discussion ça vous intéresse, de leur manière de nous répondre, hein, de répondre à nos questions, qui nous fait entendre combien ils ont très peur de dériver, de se démarquer par rapport à la référence. Voilà. Je pense que quand Pierre Legendre parle de référence, nous sommes les enfants de la référence, effectivement, il ne parle pas de ça. Alors, j'ai repris la question de la transmission en mécanique, car son lieu d'origine, et j'ai trouvé la définition suivante qui me paraît intéressante. En mécanique, la transmission est la communication du mouvement d'un organe à un autre au moyen d'engrenages, de câbles, de courroies, de chaînes, de systèmes articulés. Cet ensemble d'organes sert à transmettre le mouvement. Alors, je suis très intéressée par la question de la transmission et du mouvement, puisqu'on a l'impression, effectivement, quand on écoute ces personnes et ces jeunes gens, qu'en effet, chaos dans la transmission, il y a. Si ce n'est pas transmission chaotique, hein, mais ça c'est un autre débat et on pourra peut-être en dire 2 mots tout à l'heure, et surtout que c'est plutôt quelque chose qui tente à arrêter le mouvement, le devenir, et à faire régresser sur des positions à la fois extrêmement archaïques et à la fois extrêmement rigides. Alors que peut-on transmettre, sinon une possibilité d'accès à un processus de subjectivation produit par sa culture, sa filiation, son histoire, ou encore par l'histoire avec un grand H, y compris si cette histoire comporte rupture ou exil. La transmission n'est-elle pas une opération symbolique de mobilisation de ce qu'il y a d'humain dans l'homme, c'est-à-dire du sens, transmis de génération en génération par des voies multiples, permettant ouverture et mouvement. Ainsi, les civilisations, à travers les textes fondateurs, dont elles se soutiennent, à travers leurs mythes, à travers leurs légendes, permettent par des jeux multiples d'identification de construire le socle d'une armature nécessaire à toute subjectivité. Et c'est à cette seule condition que celle-ci, de subjectivité, pourra s'imaginer être id-entité, c'est-à-dire hanté, quelque part, id. Ainsi, la subjectivité renforcée du sentiment d'identité souple confère au moins un sentiment de stabilité et de permanence. Les legs, les repères, le peuple ou l'appartenance sont autant d'appuis nécessaires à la préservation d'une identité. Le sentiment d'avoir une identité, bien qu'imaginaire, fonctionne comme une autorégulation, un antidote à la menace de dissolution. Donc, j'ai voulu vous redire cette définition que j'avais donnée de la question de la transmission et de son rapport direct à la question de l'identité.